On passe à la question numéro 15. Donc si c'est la 15, sur les mesures qui seront prises en cas de non-respect du Code de la santé publique. Donc là, c'est concernant l'assainissement collectif. Donc on est en train de constituer le règlement assainissement non collectif. Donc ça, c'est une mesure qui est assez connue parce qu'elle était déjà en application sur une partie du territoire. Vous savez que lorsque une habitation est en zonage d'assainissement collectif et que l'assainissement collectif est donc disponible et qu'il est possible de se raccorder, et en fait, il n'est plus simplement possible au bout de 2 ans, il devient complètement obligatoire, quel que soit l'état d'installation de l'équipement individuel qu'on pouvait avoir. Donc c'est un rappel de cette mesure. Donc c'est le Code de la santé publique aussi qui le précise. Voilà, je vous lis pas le Code de la santé publique qui fait référence aussi à d'autres articles. Donc c'est une pénalité qui est mise, on vous propose de mettre en place aussi, mais qui faisait déjà partie de règlements, notamment sur le territoire de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel. Donc une pénalité qui peut s'appliquer si le propriétaire ne s'est pas conformé à l'obligation de raccordement au terme du délai de 2 ans fixé par l'article 1331-1 du Code de la santé publique ou au terme de la période dérogatoire accordée par arrêté conformément aux dispositions de ce même article. En cas de refus d'accès aux propriétés privées pour effectuer les missions prévues par les articles suivants du Code de la santé publique et tant que le propriétaire n'a pas effectué la mise en conformité du branchement au terme du délai qui lui aura été accordé pour le faire. Donc attention, seuls les propriétaires sont redevables de cette pénalité et non pas les locataires. Voilà, parce qu'il revient aux propriétaires de faire les travaux de raccordement à l'assainissement collectif et non pas aux locataires. On a déjà eu le cas sur le territoire. Seuls les propriétaires sont redevables de cette pénalité qui sera intégralement versée sur le budget annexe assainissement de la communauté d'agglomération. Il vous est donc proposé de fixer cette pénalité au montant de la redevance majorée de 100% hors taxe et hors redevance pour la modernisation des réseaux de collecte. Voilà, donc on a 2 ans pour se raccorder, même si on a un équipement individuel qui est conforme. Ben voilà, il y a 2 ans pour se raccorder, sauf au terme d'une période dérogatoire, et la période dérogatoire, elle est délivrée par le président de la communauté d'agglomération, et non pas par les maires des communes, puisque c'est la communauté d'agglomération qui est compétente. Donc seul le président de la communauté d'agglomération, ou par délégation, peut délivrer une période dérogatoire, mais en tout cas pas les maires. Donc on ne peut pas avoir un courrier d'une commune qui nous dirait moi mon maire m'a autorisé encore à ne pas me raccorder pendant 6 ans. C'est pas possible. La règle de toute façon, tel qu'est l'article du Code de la santé publique, c'est 2 ans, et si dérogation, c'est vu au sein du service assainissement collectif. Alors là, par contre, j'anticipe une question. Oui, on a de très nombreux cas sur le territoire. Est-ce qu'il y a des questions, Marie-Hélène? Oui, moi je pense que quand on a des cas d'extension de réseau, donc qui intègrent des maisons qui avaient leur assainissement individuel, mais des maisons récentes, qui peuvent avoir fait leur assainissement individuel depuis seulement 2 ans. Nous, dans nos collectivités, on n'était pas à Mont-Saint-Michel, on accordait une dérogation pour que les gens aient le temps d'amortir leur investissement en assainissement non collectif avant d'avoir l'obligation de se raccorder. Alors 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, quand il va y avoir un zonage d'assainissement collectif, une extension qui est prévue, attention, ça a des conséquences effectivement. Alors il y a des gens qui l'attendent parce qu'en fait ils avaient une installation non conforme, et là on est heureux de pouvoir leur annoncer que c'est terminé. Mais en tout cas, effectivement, des fois on se retrouve dans des situations où on a l'impression de faire un beau cadeau aux usagers par une extension d'un réseau d'assainissement collectif, et en fait eux ils viennent de construire, et effectivement, comme tu le dis, leur équipement individuel à 2 ans n'est pas amorti. Donc ça aussi, voilà, quand on prévoit des extensions de réseau, c'est pas rien. Ça aussi, il faut imaginer un petit peu les conséquences financières derrière. En tout cas, quand c'est le cas, Marie-Hélène, je te rassure, il y a des dérogations qui peuvent être accordées. Quand effectivement, ils viennent de construire un équipement individuel et que c'était pas du tout envisagé, quand personne n'avait pu parler, qu'on n'imaginait pas un assainissement collectif avec une modification du zonage, une dérogation peut être accordée. Effectivement, sur le territoire, il y a des dérogations qui sont accordées. Oui, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que ce ne soit pas, qu'on n'écrive pas comme une règle. Non. Parce que on ne peut pas faire une extension d'assainissement en fonction
fonction des maisons en disant bah, celle-là on va la mettre, celle-là on va pas la mettre. Non. On fait une extension, bah, on prévoit tout oui, le monde. mais on prévoit tout le monde effectivement, mais après si on a juste en fait, c'est un endroit où ça vient de se construire, on a une dizaine de maisons qui viennent de se construire et qu'elles ont tout un équipement récent qui n'est pas amorti et qui fonctionne très bien, on n'a pas de problème environnemental, il faut se poser la question, est-ce que l'extension, elle est vraiment pertinente? Est-ce que ça vaut le coup qu'on parte sur une extension et qu'on fasse une modification du plan de zonage? C'était dans ce sens-là que je voulais te le dire. Après, évidemment, si on a une extension qui est pertinente pour la majorité, en fait, des maisons qui sont là et qu'on a 2 ou 3 cas de maisons qui viennent de se construire avec un assainissement conforme, là, la dérogation, elle sera accordée. Mais c'est du cas par cas et c'est important que ça reste parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte à chaque fois. Mais évidemment, l'idée, c'est voilà, c'est une question de bon sens aussi. Il faudrait que l'installation soit amortie, évidemment. Alors, il y a un délai. On ne peut pas aller au-delà de 10 ans de toute façon. Ouais. Mais on a effectivement plusieurs dérogations sur le territoire. Le manque de précision dans les conditions d'application de la dérogation me gêne. Parce qu'en fait, c'est une dérogation, donc il n'y a pas de règle, et sinon, ça serait une sous-règle dans notre règlement. Tu vois, ce serait sauf cas de... Là, on ne peut pas. Ce ne serait pas une dérogation. Le principe, c'est que c'est... Reprends ton micro, Marine. Dans un règlement interne, on met quelquefois des choses qu'on ne met pas dans... Voilà, sinon on peut s'établir des règles, même si elles ne rentrent pas dans le cadre... Alors ce serait vraiment compliqué parce qu'on pourrait mettre sauf maison d'habitation construite de moins ou sauf équipement contrôlé. Enfin, tu vois, les contrôles ne sont pas tous à la même période et pourtant l'installation est conforme. Donc on va demander de vérifier, même si le contrôle n'est pas... Enfin, je t'assure vraiment sincèrement, il y a des dérogations sur le territoire, elles sont données assez finement aussi, mais l'inscrire, ça ferait que ce ne serait plus une dérogation et généraliser comme une règle, ça ne serait pas possible. On se trouverait dans des cas où on serait embêté. Oui, mais j'ai peur que mis comme ça, ce soit sujet polémique aussi. Alors, pour l'instant, c'est ce qui s'applique, c'est pas, ça râle, des fois, inévitablement. Puis on a des gens qui refusent l'assainissement collectif par principe, alors qu'ils ont une installation. Alors, on en a sur le territoire qui ont des installations non conformes, qui sont en zonage d'assainissement collectif, et c'est un peu une bagarre pour que le raccordement se fasse. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi ces pénalités, Mais je pense, à mon avis, moi, l'expérience qu'on en a dans les extensions d'assainissement qu'on a pu faire, c'est vrai que ça demande énormément d'investissement de la part des élus qui s'en occupent, parce qu'il faut convaincre les gens, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de temps à passer avec les personnes, mais bon, les problèmes, moi, l'expérience que j'en ai eue, en tout cas sur notre commune, ça se passait bien au niveau du raccordement. Par contre, la dérogation, si les constructions étaient récentes, on la faisait si ça. Bien sûr, mais là tu as pas d'inquiétude, Marie-Hélène. Je te promets qu'on donne des dérogations aussi, mais je t'assure que sur le territoire, ça n'est pas toujours aussi simple. Bien, alors, il y a 2 mains qui se lèvent. Il y a Daniel Furcy d'abord et ensuite Sandra Bastet. Moi, je voulais intervenir pour les personnes âgées qui ont des petites retraites, qui ne peuvent pas se raccorder, comme pour les moyens de ça. Alors là, on vient toujours au problème. Après, un branchement, un raccordement, c'est pas forcément ce qui est le plus onéreux non plus. Après, ce qui m'inquiète, alors ça dépend comment c'est fait, mais la dernière fois, on a discuté un petit peu des participations frais de branchement. Donc ça dépend des cas, mais on avait fait le principe de solidarité en cas d'extension, divisé par le nombre de maisons. Après, tout est à mesurer. C'est vrai qu'annoncer comme ça, quand on dit là, il va falloir vous raccorder, c'est temps. Mais d'un autre côté, dans quel état était l'équipement individuel? En fait, finalement, c'est toute cette contrainte de mise en conformité par rapport à ces eaux usées qui est coûteuse. Parce que de toute façon, peut-être qu'il y a une extension et un raccordement qui est possible à l'assainissement collectif, parce que dans le secteur, on avait des équipements individuels et que du coup, ils n'étaient pas tous conformes. Donc de toute façon, à terme, il y aurait eu cet équipement individuel à remettre en conformité aussi. Et là, c'est aussi un coût important. Donc de toute façon, à chaque fois, c'est la question du coût. On sait bien, mais ça n'est pas un service public gratuit. Voilà, c'est ça qui pêche à chaque fois, j'ai l'impression. Chaque fois que je propose quelque chose, vous me reprochez que ce ne soit pas gratuit. Oui. Attends, il y a Yann Rabasté et ensuite... Alors ça a amorcé ma question, mais en fait, j'ai pas ma réponse, parce que j'allais la poser à peu d'année. Moi, je ne m'y suis pas intéressé, puisqu'en fait, j'en ai pas. Le Billy, tu vas l'avoir ça de tête et tu vas nous sortir comme sur le billard. Quel est le coût d'un branchement avec les droits d'accès et le coût du branchement?
Juste comme ça, un chiffre, lance-le. Je ne peux pas le lancer parce qu'en fait ça dépend de comment ça dépend de la topographie du terrain, ça dépend d'un tas de choses en fait. C'était 2 000 € d'accès. On peut avoir des branchements. On sait que c'est 4 000 €, on n'a pas branché un tuyau, c'est déjà 4 000 € pour pouvoir les mettre sur un bloc de réseau. Ouais, mais là un tuyau, oui, ça peut aller de 1 000 € un branchement quand on a de la chance et que tout se passe très bien, jusqu'à effectivement, on peut avoir des fois des branchements, mais alors là nous on ne propose pas d'extension dans ces cas-là, qui peuvent aller jusqu'à 14 000 – 15 000 €. Donc là c'est un non-sens par contre, à mon avis, de réaliser des branchements individuels à 15 000 €. Ça ne vaut pas le coup de mettre de l'assainissement collectif. Après, tu es aux alentours de 1 000 – 2 000 €. Xavier. Oui, ça rebondit sur ça. Effectivement, rien n'est gratuit. On est d'accord. On avait parlé lors de la précédente plénière aussi d'une équité sociale. Et effectivement, tu nous avais dit que vous alliez vous y pencher. Voilà. Donc on attend avec impatience. J'ai la réponse parce qu'en fait, oui, on l'a fait, je l'ai fait. Donc effectivement, on avait parlé au niveau de la PAC, rappelez-vous, c'était 1 000 € pour tout le monde et on s'était demandé si on ne pouvait pas... c'est une question qui me taraudait un peu. Alors je suis revenue vers ma commission assainissement et je leur ai fait part, je leur ai rappelé ce qu'on avait dit en plénière et qu'on pourrait s'intéresser un petit peu au moins sur la PAC à quelque chose qui soit un petit peu plus social, fonction peut-être du mètre carré. Et en fait, voilà, j'ai proposé, j'ai essayé d'argumenter et la proposition n'a pas été retenue par mes collègues qui ont jugé que ça allait, c'était très bien sur un forfait de 1 000 € et que ça allait donner trop de travail aussi au service. Donc j'étais toute seule à défendre un petit peu mon idée de pacte social. Voilà. Mais c'est... Merci à la commission. Non, mais après, c'est la commission, c'est-à-dire que c'est plutôt bien, c'est-à-dire qu'il y a des échanges et que la grande majorité de la commission ont jugé qu'il y avait peut-être du boulot ailleurs plutôt que de revenir sur ce point-là. Mais moi, c'est quelque chose qui peut se remettre, on peut se remettre à discuter de temps en temps, mais voilà, il faut s'appuyer. Bien, alors il y a Francis Fomentin qui lève la main en fond de la salle. Moi, je vais revenir un petit peu sur le sujet que lorsqu'on dit qu'effectivement ça coûte 1 000 ou 2 000 € et que de ce fait on peut y accéder, on a quand même des populations qui sont vieillissantes, qui ont des tout petits revenus. Et moi je fais un petit clin d'œil. Alors au début des Gilets jaunes, c'est vrai que c'est ce qui était revendiqué, mais on en a eu beaucoup sur notre territoire. On a des personnes, moi je connais un couple qui a moins de 600 € par mois pour faire face justement à leurs frais et qui mangent des gâteaux le soir à tremper dans du café parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un vrai repas. Et bien dans ces cas-là, on n'aura pas la possibilité d'attendre d'eux de pouvoir faire face à ces frais supplémentaires. Et ces gens-là, c'est un couple voilà, qui est sur notre territoire, mais ils sont des dizaines comme ça. Et des dizaines qui seront confrontés à cette réalité où on impose des choses alors qu'ils ont hérité de leur maison. Ils ont eu l'assainissement qu'ils ont toujours eu depuis des siècles et que parce qu'on a eu des technocrates, on a des administratifs qui décident d'imposer des lois, eh bien on va les mettre dans des situations où ils seront très en difficulté psychiquement et financièrement. Alors, moi, on connaît tous des situations comme ça, et en fait, je pense que c'est important qu'on puisse se le dire entre nous, qu'on puisse échanger, mais attention, c'est pas le lieu où on pourra revendiquer quelque chose. Francine, c'est pas le lieu où on pourra revendiquer quelque chose. Je vous rappelle, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, c'est que nous avons la compétence assainissement, nous ne l'avons pas choisie, je vous rappelle qu'elle est obligatoire, nous avons la compétence assainissement, donc il y a des règles que nous devons de respecter. Critères environnementaux, et là il n'est pas question d'opposer l'écologie et l'environnement aux finances des ménages. Mais en tout cas, on a quand même des choses, on a aussi ce devoir de faire respecter certaines normes et aussi une certaine justice entre tous les contribuables de notre territoire. Mais d'un autre côté, c'est pas nous qui décidons des moyens que nous avons pour le faire. Je vous rappelle que, je vous l'ai dit à chaque fois, je le redis encore une fois, nous avons une baisse de près de 50% des subventions des agences de l'eau. Donc voilà, pour faire respecter. Donc on nous impose effectivement des normes qu'on doit appliquer, mais on nous donne de moins en moins de moyens. Donc moi je rêverais, alors ça après c'est vraiment des vrais choix politiques, d'un service public gratuit, on est bien d'accord. Vous voyez bien que c'est rigoureusement impossible. Ou alors, augmentons considérablement les impôts, et après donnons un assainissement gratuit. Alors, on change toutes les modalités, c'est plus un budget annexe, ça c'est pas possible non plus. Donc on a très peu de marge de manœuvre. Et je vous rappelle que l'assainissement est un budget annexe. Donc en fait, c'est l'OSAL qui paye l'OSAL. Je le dis à chaque fois.
Voilà, on essaie juste de faire fonctionner le service. Donc, effectivement, tous ces paramètres sont à réfléchir. Mais là où nous avons une marge, nous, en fait, de manœuvre, c'est quand nous réfléchissons à aussi l'aménagement de notre territoire. C'est là où il faut faire attention. Il y a des fois des communes qui me disent bah, « moi, je veux de l'assainissement collectif ». Mais des fois, ce n'est pas toujours justifié. On ne part pas sur une modification d'un plan de zonage comme ça. Ça a aussi des conséquences pour les gens qui habitent le territoire. Donc moi aussi, je rêverais à plus de justice sociale. Mais en fait, le souci, c'est que nous n'avons pas les moyens en fait, d'infléchir ici au niveau des collectivités territoriales. On ne peut pas descendre les coûts de branchement. Pour nous, ce n'est pas possible. Bien. Est-ce qu'on a fait le tour pour ce soir de cette question? Sachant que le débat est ouvert pour la suite. Hein. C'est vrai que on pourrait continuer à travailler le sujet, et on le travaillera sans doute à l'avenir. Marie-Hélène. J'ai encore une petite remarque. Je reviens tout à l'heure au PADD et avec nos histoires de logements vacants. Il y aurait peut-être un parallèle à faire entre la nécessité de rénover des logements, entre guillemets, qui sont dits vacants, et les coûts d'assainissement qu'il y aura derrière pour pouvoir les rénover. On peut étendre la réflexion aussi aux travaux énergétiques à réaliser, parce que si vous écoutez l'actualité, je sais que vous le faites tous, et là on a un spécialiste de l'immobilier au premier rang, les mesures qui seront aujourd'hui mises en place pour la rénovation énergétique des bâtiments seront un frein, non seulement à la rénovation du bâti, mais aussi à la vente. J'ai un peu peur sur des territoires comme les nôtres, c'est-à-dire ruraux, non métropolitains, avec des populations qui sont peu fortunées, en tout cas que le parc de logements vacants augmente encore. Et à la campagne, comment dire? Il n'y a pas de différence ville-campagne. Donc on aura, ou à moins que le coût de l'immobilier baisse de manière drastique, de manière à intégrer les coûts de rénovation énergétique, mais aussi, pourquoi pas, les coûts de raccordement au réseau d'assainissement. C'est déjà un peu le cas dans la partie la plus à l'est de la Terre. Un peu. Mais... Juste une précision, c'est qu'on voit souvent en fait qu'on peut obtenir aussi des aides de l'ANA pour l'assainissement non collectif. Il faut savoir qu'elles sont conditionnées aux aides de l'agence de l'eau. On ne peut bénéficier de l'aide de l'ANA que si on a la... voilà, exactement la tête que j'ai fait quand on m'a confirmé la chose. Voilà. Donc quand on n'a pas d'aide d'agence de l'eau, on n'a pas l'autre aide non plus, ce qui est plus logique. Bien, je vous propose de passer au vote, si vous voulez bien, de cette question numéro 15. Vous pouvez voter. Donc 149 votes exprimés, 119 votes favorables, 16 défavorables et 14 abstentions. Donc abstention à la majorité.